Allez, c'est parti. Hello les dingos, les vrais, les faux, les beaux, et les pas beaux. Georges, bonjour. Bonjour. On avait prévu au départ de faire ça, je crois, quand tu avais fait ta journée amateur. C'était au mois de septembre. C'est ça. Bon, ça c'est pas fait. J'en profite pour répondre à une question qui a été posée là-dessus. J'ai pas trop compris la question, donc je vais quand même la poser. Je la trouve plus. Oui, qui me disait. Oh là là là. Que pourquoi en fait que c'était une répétition. Pourquoi faire ce Radio Dingo en fait si c'était pas. Je retrouve plus la question. Si c'est pourquoi si c'était pas répétitif. Ouais, je vois, parce qu'en fait, de base, la Radio Dingo était un peu pour expliquer pourquoi le choix des différentes courses. Mais là, du coup, on va pas forcément parler de ça, puisqu'effectivement, voilà. j'avais expliqué le pourquoi ce choix, mais on peut parler d'autre chose. Voilà. Pour ceux qui posaient des questions, je vais pas forcément vous citer. C'est pas. J'ai tout un tas de questions. Il faut que je trie. J'ai tout rassemblé, donc vous offusquez pas si je cite pas votre nom. Georges, tu as commencé le jeu en 2013, pour ceux qui ne te connaissent pas. C'est ça. Tu te souviens de ta première victoire? Ouais. Ah ouais. Genre. Ouais, je m'en souviens. Ouais. Allez. Genre Kabuki Danama, mais en fait, suite à un premier essai un peu foireux. En réalité, j'ai réellement commencé le 13 septembre 2013, je crois, un truc comme ça. Ouais. Mais précédemment, j'avais fait un essai, j'avais fait un peu le foufou comme tout le monde, mais j'avais gagné avec un Q à l'époque. Un truc genre hyper offensif. J'étais heureux comme tout, quoi. Un cheval plutôt nul sur le papier, mais j'étais le seul à courir offensif et j'avais gagné. Ouais. Alors moi j'avais trouvé Villa Formoso le 8 octobre 2013. Ouais, ça c'est mes vrais débuts officiels. Mais la vraie première victoire sur Hippo, c'est Kabuki Danama. D'accord. Comme quoi, ceux qui sont venus aujourd'hui, ils apprennent des trucs. Et comment tu as découvert le jeu? Je m'ennuyais à l'époque. J'étais à la fin d'un cycle de boulot, j'aimais jouer un peu au PMU. Et j'ai dû taper jeux de gestion. En fait, j'ai fait pas mal de jeux de gestion, de foot, de vélo avant. Et là, je sais pas pourquoi, j'étais dans une passe chevaux. Et je suis tombé là-dessus. Au début, j'ai pas trop accroché. L'interface c'était pas ouf, en tout cas en termes de graphisme et tout. Mais finalement, après un jour égale un jour et tout ça, en fait, je me suis pris au truc. Et ouais, j'ai trouvé ce que je cherchais, c'est-à-dire de la gestion. Bon, depuis, tu as fait du grand chemin. Une des questions, c'est ton cheval de cœur. Alors moi, il me semble que je connais quel est ton cheval de cœur. Je pense que tu vas. Il est plus chez moi. Il est plus chez moi, malheureusement, alors que j'avais dit que je le garderais. Ah bon? Ouais. C'est qui? Tu penses à qui, toi? Moi, je pensais à Césaré Borgia. Ouais, c'est ça. Ah ouais? J'avais dit qu'il resterait il est plus chez toi. En haut d'une étagère et je l'ai dégagé. En fait, je suis pas assez sentimental pour garder même mes chevaux de cœur. Mais ouais, ça reste celui-là. C'est clair. J'ai pas vu qu'il était parti. Ouais, je me suis séparé de pas mal d'étalons là. Disons que et quand je regarde, j'en ai encore beaucoup et ouais, j'en ai dégagé quelques-uns parce qu'on tassait des trucs. Je suis pas collectionneur en fait, même à la maison. Et voilà. C'est ta plus grande satisfaction sur le jeu et les victoires qu'il t'a rapporté lui, qui t'ont marqué le plus? Ouais, parce que c'est vraiment le fruit de la patience. En fait, quand tu vois arriver un truc comme ça, au début, tu te dis oh, il est beau, machin. Mais bon, il avait quelques défauts et en fait, je crois que j'ai dû le façonner 3-4 ans. J'ai complètement merdé sa qualif, je sais plus pourquoi, j'étais en vacances je crois au Portugal à l'époque, j'avais pas dû faire gaffe aux engagements, je crois que j'ai dû le qualifier déférer des 4 à fond, un truc comme ça. Donc rien que le début de l'histoire, je me dis je l'avais choyé et tout, je le qualifie comme une merde. Mais après ouais, il a eu une carrière qu'il aurait pas dû avoir, clairement. Mais du coup voilà, à avoir tenté des trucs, ça a payé. Et en fait, je dirais, c'est le cheval qui m'a le premier permis de rivaliser avec le haut niveau, parce que quand tu commences, c'est que t'as pas de cheval de compète. Moi, je me rappelle les premiers engagements, dès que je voyais le Lyonnaise dans une course, j'engageais pas. Lui et d'autres,
certains joueurs où tu sais qu'ils ciblent, tu dis ah bah non je vais pas aller mettre mon protégé. En fait c'est ça, c'est la relation à tes écuries quand tu débutes. Un cheval moyen en fait c'est ta perle rare. Et puis maintenant au stade où j'en suis c'est un peu différent. J'aurais tendance à dire moi des chevaux que je trouve moyens maintenant, je pense qu'ils seraient bien heureux et choyés chez des écuries un peu plus modestes quoi. Tu disais juste avant, tu l'as façonné. Est-ce que quand tu parles de façonner, je crois que Césarée était un spécialiste court distance, si je me pas conneries. Et c'est ça. On est plus sur de la spécialisation sur spécialisation même, non? Alors tu peux expliquer ce qu'est la surspécialisation? Non mais ce terme il est arrivé après coup, c'est comme quand tu fais le bilan de quelque chose qui s'est déjà passé. En réalité, ce cheval, il arrive chez moi, il a 5 bons critères. Il est très bon en trot, en vitesse, et les placements sont bons. Par contre, c'est une brêle dans le reste. Donc là, je sais plus pourquoi, j'ai fait le choix à cette époque-là, on était encore à l'entraînement à 5. Hein. Oui, c'est ça. J'ai dû lui mettre du 5 en trot, 5 et je lui mettais du 2 et je faisais des canters à mort, quoi. Voilà, donc ça a fait que ça l'a spécialisé un peu sur ses critères de trot et de vitesse. Après est arrivé le 6 et là tu pouvais encore accentuer le truc en mettant du 6-3-6 ou 6-1-6. Quand je parle de ces critères là, c'est les 3 premiers là, trot, endurance, vitesse. Mais honnêtement quand je l'ai fait, j'ai pas trop calculé, je me suis dit il est bon déjà dans ces trucs là, il n'en sera que meilleur. Après, c'est clair que ça a permis de dépasser certains paliers. En fait, quand tu vois que dans le graphique, tu dépasses le maximum du graphique, tu te dis jusqu'où ça peut aller. Le fameux capage. Le fameux capage. Ouais, capage non, parce qu'en fait, le graphique, c'est pas le capage tel que le chef l'entend, hein, le capage à 442 ou je sais pas quoi. Moi, en fait, j'ai beau adorer les maths dans le jeu. J'aime pas trop calculer. Et d'ailleurs, c'est un peu le défaut sur l'élevage. J'ai pas envie de m'emmerder à calculer. Donc voilà, je suivais des stats sur Excel et tout avant. Maintenant, je suis plus. Je le prends un peu plus en dilettante. Mais en fait, dans le graphe, je sais plus jusqu'où ça va. 500, je crois. Quand tu prends un VIP, t'as un graphe et ça te montre. Et en fait, je voyais que mes histogrammes commençaient à dépasser le graphique, en fait. Voilà. Voilà, sur spécialisation, je pense que, en fait, il n'y avait pas de nom au début. Chacun faisait ça dans son coin. Je crois qu'il y en a un et d'ailleurs, je crois que c'est Phil qui, à un moment donné, avait plus ou moins dit que j'avais copié sur un gars, je sais plus comment il s'appelait, Décorvé, je crois, ou un truc comme ça, ou je sais plus. Il avait dû avoir un cheval comme Duc de Brenne. En fait, je pense que peut-être plusieurs ont fait ces choses-là dans leurs écuries. Moi, forcément, ça a commencé à se voir, quoi. Quand tu gagnes un groupe 1 avec un niveau 8 qui n'était pas prédestiné à ça. Et en fait, c'était un peu le début de la fin après. C'est-à-dire que quand tu commences à voir que des chevaux comme ça, alors t'as ceux qui aiment, c'est comme le foot, hein, la Coupe de France, le petit poussé, etc. Bon, et puis après, tu commences à t'attirer un petit peu. Oui, ça a pas plu à tout le monde que tu gagnes avec un niveau 8, que tu gagnes des groupes. Bon, on peut dire quand même que t'es le roi de la surspécialisation, quoi. Après, j'ai vu passer, moi, si tu veux, après il y a des effets secondaires. J'ai vu passer des chevaux, pas forcément qui étaient chez toi, et que j'ai vu passer chez d'autres joueurs, qui ont été surspécialisés, mais d'une façon horrible, quoi. Parce que c'est pas forcément quelque chose de bon. Enfin, il faut savoir bien le faire, quoi. Mais tu sais que j'ai découvert de la spécialisation il n'y a pas très longtemps, d'autres types de spécialisation, et ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses. Je vais les garder pour moi, je vais pas tout livrer là. Mais là, comme on parle d'un épisode un peu passé, voilà, ces chevaux-là, ils ont fait leur temps. Du coup, certains là où je m'en veux un peu, c'est que du coup, tu vois, des joueurs un petit peu modestes qui essayent de se dire, je fais quoi pour progresser et tout. Qui était un petit peu plus moche, c'est pour ceux qui se sont lancés, parce qu'en fait moi chez Zaré, quand il est arrivé, il avait 4 ans de spécialisation, j'en avais 1 ou 2 autres, j'en avais d'autres que j'avais initiés sans encore rapporter, parce que ça a mis 2 ou 3 ans avant que le chef décide de s'attaquer à ce sujet. Mais après j'ai eu la chance d'avoir aussi mes écuries, elles se sont développées et du coup j'ai eu la chance d'avoir naturellement des bons chevaux que j'avais plus besoin de spécialiser pour figurer dans des courses de haut niveau, quoi.
Donc ça m'a pas tout matraqué. Maintenant, j'aurais eu tendance à dire, si j'avais spécialisé tous mes chevaux, je pense que j'aurais été hyper furax. Voilà. Il y a quand même eu vachement de réformes là-dessus. Je sais pas si par rapport au CAPA justement qui a été instauré. Il me semble que tu es un peu le précurseur de toutes ces réformes. Je trouve qu'il y a beaucoup de réformes qui ont été faites pour te contrer. J'ai tort? Pas que moi, le chef le dit et je respecte sa position qui est que dès que quelqu'un commence un petit peu à trop gagner, écraser le truc, non, je suis pas le seul, je pense que Cyril est pas mal victime de ça aussi. Voilà, il essaye de faire en sorte que ça paraisse pas totalement inaccessible, même si moi mon objectif de départ qui était de dépasser Cyril le sera toujours, mais parce qu'il avait des années d'avance et pour d'autres raisons. Après, au bout du bout, sur le coup, la réforme, tu la prends pas bien quand tu sais qu'elle va venir contrecarrer les choses que tu mets en place. Mais après, comme certains le disent, hein, le but du jeu, c'est pas de jouer à 4-5 joueurs, donc je relativise. Et oui, il y en a eu qui ont été faites à mon encontre. En fait, les réformes, moi je le prends plutôt bien. C'est plutôt quand certains groupes de joueurs commencent à gesticuler par derrière, et je trouve que le chef est un peu trop à l'écoute des uns et des autres. Et du coup, que tu as un peu des croisades ou des expéditions menées un peu contre des personnes. Ça, c'est un peu plus gênant. Les réformes, au bout du bout, je me dis, ça rééquilibre le jeu. Il faut pas s'en plaindre. Voilà. Après, c'est juste le temps des réformes, des fois, qui pose problème. Je trouve que notre jeu, il est un peu lent, et en fait c'est aussi ce qui fait son charme. Un jour égale un jour. Et des fois les réformes elles te tombent comme ça un petit peu but pour point, et le problème c'est que le temps que tu la digères, des fois t'as des mois et des années un peu qui sont flingués, quoi, parce que ça tombe, voilà, on te dit ça prend effet dans une semaine ou dans 3 mois, mais même 3 mois ou 6 mois, quand t'engages des chantiers voilà, tu décides de modifier ta gestion dans le jeu, en fait c'est sur plusieurs années en fait que tu fais des choix, quoi. Voilà. Il y a quand même beaucoup de choses qui, depuis que tu as commencé, je vois, moi j'ai commencé en 2015, ces 3-4 dernières années, on se mange quand même pas mal. Alors beaucoup de nouveautés, je trouve, ça va vachement fait avancer le jeu. Tu le trouves plus simple à aborder niveau gestion avec tout ce qu'on a aujourd'hui? Je parle des stats hippodromes, des cartes driver, des artifices, tout ça on n'avait pas tout ça avant. Est-ce que c'est plus facile pour toi le jeu? En fait, je suis pas la bonne personne pour répondre à ça, parce que disons que nous, on avait déjà acquis, les principes généraux du jeu. Donc quand tu viens rajouter des trucs, bon, soit tu t'y intéresses, soit tu t'y intéresses pas, mais globalement, il y a peu de chances que tu passes à côté. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ceux qui sont un peu écartés des forums, tout ça, où tu as des explications. Et moi, j'en vois quelques-uns qui vraiment jouent, connectent juste au jeu, ils font des entraînements. Et des fois, c'est plusieurs mois après où genre ils me contactent en me disant Georges, au fait, c'est quoi ce truc, qu'est-ce qu'il faut faire, machin. Et là, tu peux prendre sérieusement du retard, en fait, quand t'as pas vu arriver des trucs et que tu te penches pas un peu dessus. Et puis après, sinon, c'est les nouveaux à qui il faut poser la question. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de débuter avec tout ça? Au niveau jouabilité, peut-être moins. Par contre, je pense que ça peut rendre le jeu plus intéressant. Moi, j'aurais tendance à dire, est-ce que si je commençais aujourd'hui, je pense quand même que le jeu, il colle un peu plus à l'époque dans laquelle on est. Tu vois, en 2013, tu pouvais accepter que tu joues en point par point, le graphisme n'était pas tip-top, mais tout le reste était super intéressant. Aujourd'hui, je pense que c'est important qu'il y ait eu cette refonte graphique, tout un tas de choses qui ont été ajoutées, même si pour moi, il y en a certaines qui sont un peu gadgets, mais il faut respecter que la communauté, elle est diversifiée. Il y a des gens que ça peut intéresser. Moi, par exemple, les emojis, et là, ce serait une dédicace pour Terre de Feu. Franchement, je vois pas l'intérêt, quoi. Oui, après, les turfistes qui aiment voir ça, voilà. Coller à la réalité. Ouais. Une question de Luciano, un dingo que je salue. Il faut être H24 sur le jeu pour pouvoir performer comme toi? Comment dire, Fabien, déjà, je le remercie. Je le remercie parce que il m'a beaucoup aidé au départ.
Voilà. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment moins. Moi, je sais ce que je lui dois. Je le respecte beaucoup. On se parle jamais maintenant. Chacun, voilà. Je pense qu'on a tous nos vies et on consacre le temps qu'on veut bien consacrer au jeu. Ouais, au début, il faut y passer beaucoup de temps. Franchement, je crois que ma femme est hyper tolérante, etc. Mais pour débusquer les bonnes affaires et pour ceux qui n'ont pas connu, voilà, il y avait des fois des trucs qui sortaient aux ventes. Faut être le premier. Au début, il a fallu y passer beaucoup de temps. En fait, aujourd'hui, si j'ai ce que j'ai, il y a un peu de gestion, il y a de la chance, il y a des entourages, voilà. J'ai su aller vers des personnes qui ont pu m'aider de manière assez intéressante à comprendre le jeu. Et puis le temps. Ouais, il fallait y consacrer beaucoup de temps. Maintenant, j'y consacre beaucoup moins. Mais ouais, si tu veux performer, et puis je pense qu'il faut être bien rencardé, avoir des personnes qui t'expliquent, voilà. Alors, justement, je rebondis sur une autre question. Serais-tu capable de gagner autant de groupes sans l'aide d'autant de monde pour engranger d'aussi gros chevaux? Je pense que la question tourne sur le fait que tu fais beaucoup de commerce. Et Moins, j'en fais beaucoup moins. Mais oui, en fait, moi, si on me demandait c'est quoi ton but dans le jeu, je vais pas mentir, je vais pas dire que je me fais plaisir à aller courir en province, quoi. Même si certains regardent un petit peu mes écuries depuis 1 an et avec l'augmentation des quotas là, en fait, j'ai repris plaisir à prendre des chevaux moyens. Je vais me refaire des mini-objectifs. Honnêtement, en groupe, de l'adrénaline, t'en as. J'en ai eu, je me rappelle voir des courses en regardant tronçon par tronçon et j'avais l'impression de gagner je sais pas quoi. Mais les courses amateurs au début, ça m'a fait kiffer autant en fait, vraiment. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est de gravir palier par palier. Je suis pas arrivé là en achetant, je sais pas, il m'a fallu 3-4 ans avant d'aller courir peut-être un groupe, j'en sais rien. Est-ce que je gagnerais autant de groupes? En fait, moi, j'aurais tendance à me caractériser. Maintenant, je gagne pas mal de groupes 2. Les groupes 1, c'est vraiment plus pour les quelques pros du jeu, Cyril. Certains qui en font des objectifs. Honnêtement, moi, les USA, Vincennes, les Critériums, je passe à côté pour ramasser en fait ce qu'il y a avant et après. Donc les G2, j'aime bien. Ouais, après, des fois, j'hésite pas à dealer des parts, des poules. Des jeunes chevaux pour en avoir un seul de très haut niveau, ouais. Voilà, c'est comme ça. Après, certains aussi disent de moi, je devance peut-être certaines choses, mais chez moi c'est cher ou c'est exorbitant ou que j'arnaque des gens. Honnêtement, non. Ceux qui commercent avec moi, il y en a qui commercent avec moi depuis des années. Ils cherchent des trucs que j'ai. Moi, chez eux, il y a des trucs qui peuvent m'intéresser. Voilà, moi j'ai beaucoup de plaisir à avoir des gens qui reviennent régulièrement. Je me dis, ils doivent pas être déçus des achats qu'ils font. Et puis des fois, t'as des arrivistes qui arrivent, ils veulent t'acheter un truc. Franchement, je vais pas lui dire, écoute, tu vas peut-être faire une connerie. C'est comme ça. Je suis pas un... C'est samaritain le mot, ou je sais plus. Mais en tout cas, voilà, moi s'il y en a un qui veut absolument payer le prix fort pour avoir un cheval, je sais pas quoi, il me dit j'ai connu la mer en vrai ou je sais pas quoi, écoute, moi s'il fait pas partie de mes plans de long terme, je m'en sépare. Et après ceux qui regardent les deals peuvent dire oh la vache là-dessus, c'est un salaud, il a arnaqué. Je veux dire, le jeu, chacun fait comme il veut, quoi. Quand tu parles de prix fort, tu fais forcément référence à la notion de crédit que l'on a aujourd'hui, non? Que ce soit en crédit ou quand c'était contre des poules ou des parts, ouais. En fait, tu fixes les prix que tu veux. Quand t'as pas besoin de vendre, je veux dire, je sais pas, c'est comme quand tu mets ta voiture à vendre sur le bon coin, t'essayes ou ta maison. Au début, t'essayes au prix fort. Si t'en as un qui passe par là et qui te le prend, tu vas pas lui dire, attends que je baisse, j'avais prévu de baisser dans 2 semaines, quoi. Donc, non, quelle que soit la monnaie d'échange, en réalité, ouais, je suis plutôt, alors, parce qu'en fait, je fais coller ça à, si je vends un truc pas cher, souvent, soit je le vends ou j'en fais bénéficier des gens à qui j'ai envie d'en faire bénéficier. Par contre, si c'est pour un deal, finalement, je me dis, si je le brade, c'est que ça n'a pas grande valeur. Et si ça n'a pas grande valeur, qu'est-ce que ça foutait chez moi depuis des mois ou des années? Donc en fait, voilà, globalement, les chevaux qui restent chez moi pas mal de temps, c'est qu'ils ont un intérêt quelconque. Et justement, une question sur les crédits. Ne penses-tu pas que les prix pratiqués, et entre parenthèses, notamment les tiens, sont pure folie? C'est vrai que on voit quand même des chiffres qui font halluciner, quoi. Pas du tout. Franchement, non.
Comment ça, pas Je veux du tout? dire, les monnaies, qu'elles soient les euros ou les crédits, ils ont la valeur qu'on veut bien leur donner. C'est-à-dire que quand on n'a pas, tout est cher. Quand on a beaucoup, moi franchement, des fois là, on me proposerait 3000 crédits pour un cheval. Je me dis, qu'est-ce que je vais en faire de ces 3000 crédits? Si c'est pour acheter un cheval de la même valeur, donc des fois, il vaut mieux faire un troc sans crédit. Si tu trouves un joueur qui a un truc qui peut t'intéresser. Après, quand c'est pour vendre sèchement, ouais, c'est pour participer à d'autres ventes. Tu sais que les prix vont s'envoler. Bon, en fait, c'est un cercle vicieux, effectivement. C'est-à-dire que comme tu sais, en fait, pourquoi les crédits, comment moi j'y suis venu au crédit, c'est qu'à un moment donné, pour rivaliser avec des mecs qui avaient des grosses trésoreries, qui avaient commencé il y a beaucoup plus longtemps, il y avait eu la bourse avant et tout ça. Ouais. Moi, j'avais une bonne trésorerie parce que je gagne beaucoup d'euros sans course. Mais une fois que tu as vidé ton compte en banque, tu as lâché 10 millions pour acheter un poney, tes 10 millions, tu les refais pas si vite que ça, quoi. Donc, si tu veux rivaliser pour acheter des poneys aux ventes, et quand tu cherches des bons, il y en a quelques-uns quand même aux ventes que le chef organise, il faut avoir des crédits ou des... Voilà, c'est comme ça, c'est le système. Après, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je dirais, là, celui à qui il faut poser la question pour les crédits, c'est le chef. Parce que clairement, les crédits, je pense que c'est fait pour faire tourner le jeu. Donc voilà. Moi, j'ai pas envie de mettre trop d'argent pour en avoir. Donc si je veux en avoir, faut que je vende des poneys. Comme je fais pas les concours ou les jeux, voilà. Oui, c'est vrai que... Voilà, si on veut avoir des crédits pour en gagner le jeu, quand je vois... Mais ça, je lui dirai la prochaine fois qu'il passe au Ragnodogo. Gagner un groupe 1, ton premier groupe 1 et gagner, je crois, 5 crédits sur le jeu, c'est à pisser de rire, je trouve. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on pourrait très bien fonctionner avec les crédits sans forcément sortir la carte bleue et les gagner dans le jeu. Alors, il y a les pronostics et tout ça, mais bon, il n'y a pas vraiment de quoi en gagner dans le jeu. Et si tu dois donner un... Pardon, oui. Mon point de vue, c'est que moi je suis plus au mérite, mais ça c'est même dans la vie de tous les jours. Donc moi quand je vois gagner 50 crédits au marble d'un truc, c'est bien pour celui qui les gagne. Mais à part participer à un truc, tu mets ton numéro, t'es le premier, t'es à 50 crédits. Je préférerais voir, je sais pas, 10 crédits alloués à des gagnants de courses amateurs ou je sais pas quoi. D'accord, voilà, d'accord. C'est mon point de vue. Je suis d'accord. Ça on lui a déjà demandé, mais... il tarde à venir. Et pour finir là-dessus, si tu devais nous donner justement un conseil à un nouveau qui voudrait te ressembler, c'est-à-dire certainement projeter les étoiles, et sans utiliser la carte bleue. Comment on peut jouer aujourd'hui sans utiliser la carte bleue et avoir des bons résultats? Pas évident. Je sais pas. En fait, j'ai pas eu l'occasion depuis des années de conseiller à quelqu'un de rejoindre le jeu. Ça m'était arrivé par le passé, et donc du coup forcément tu aides. Je crois que pour réussir, il faut être entouré en fait. Aujourd'hui, tu démarres, tu te crées un compte, tu as tes 200 000. Franchement, même si tu vas lire les aides, les machins, je crois que ça va être très difficile d'y arriver. Par contre, si tu es entouré, et là pour le coup, je suis pas là pour faire de la pub, je pense qu'il y a des joueurs qui aiment... épauler les jeunes qui arrivent, qui débutent. Moi, j'en ai quelques-uns qui viennent me voir de temps en temps. J'ai bien aimé, j'ai construit quelques relations ces derniers temps. Je pense à, à l'écurie Riga, là. On envoyé un hippomail un peu en incendiant globalement en disant ouais, de toute façon, les gros, on peut rien vous poser comme question, etc. Puis en fait, je me dis, sort d'où, lui? Et puis finalement, tu vois, en fait, ce côté un petit peu... percutant m'a plu, et en fait du coup moi je l'aime bien et je vais essayer de l'aider un petit peu à se développer, mais voilà, je sais pas, je pense que quand tu commences il vaut mieux commencer parce que tu connais déjà quelqu'un qui joue et qui va pouvoir un petit peu te rencarder sur les trucs à faire, pas faire, et après essayer d'aller vers des gens qui peuvent t'expliquer, avoir le temps de t'expliquer, ça prend du temps aussi. Ton écurie c'est Borgia. Alors Borgia parce que je crois que tu es fan de la famille Borgia. J'étais fan, ouais. J'ai aimé cette série. Aliénor, si je raconte pas de conneries, je pense que c'est dans ta famille quelqu'un qui est admiratif de cette grande dame qui était Aliénor d'Aquitaine. Ma femme aime beaucoup.
Et Millennium, bon, je pense que c'est lié au film, là, ou à la série, ou au roman, ok, ouais. en Suède. Millennium, c'est la série, ouais. Et j'ai vu, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, je pense 1 ou 2 ans, je sais pas trop quand, où tu as changé le nom, en fait, de ton écurie Borgia, en l'appelant Triumvirat, je vais y arriver, Triumvirat. Triumvirat. Alors, en fait, je voulais faire un petit clin d'œil à Herman. On aurait pu prendre ça pour de l'arrogance, non? Non, ouais, non. Bah, alors c'est un peu le but. L'idée, c'était pas de mettre triomphe parce que Herman a arrêté, mais c'était d'avoir un petit peu le triomphe, parce qu'en fait, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui si Herman m'avait pas légué gentiment une bonne partie des cracks qu'il avait, clairement. Après, il était très généreux, Herman, contrairement à moi, et il a aussi dispersé auprès d'autres joueurs qui se reconnaîtront. Mais en fait, il m'avait dit, bah Georges, t'es peut-être le seul à pouvoir rivaliser avec Lyonnaise. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Je vais m'en aller du jeu. Donc, prends les chevaux que tu veux et disperse les autres dans des écuries qui méritent. Ça s'est fait comme ça. Donc, ouais, j'ai rebaptisé. Je lui avais demandé à Herman, dit quelque part pour garder un petit bout de toi dans le jeu. Et puis pour voilà, le remercier de m'avoir confié autant de bons éléments. Donc, c'était plutôt, voilà, pas triomphe. Triumvirat, ouais, avec un peu d'arrogance aussi quand même. Tu parles souvent de Cyril, Cyril, c'est l'écurie la lyonnaise, hein, le top 1 du jeu. C'est un objectif pour toi, ça a toujours été un objectif pour toi de le rattraper ou plutôt d'être dans le top? De l'emmerder. Ouais, de le chatouiller, d'aller. En fait, je sais très bien que je peux pas aller au-delà de lui, parce que aussi il calcule beaucoup plus que moi. Et après coup, tu te demandes, il y avait des années, il me demandait certaines choses, des stats pour les jeunes chevaux, etc. Et tu vois, avant même l'arrivée des IRD poules, bah en fait, voilà, quand tu veux vraiment viser l'excellence dans certains compartiments du jeu, et notamment l'élevage, et là, il y en a quelques-uns qui le font, tout se calcule. Moi, je calcule pas, donc sur le coup, je disais, mais pourquoi que ça peut lui foutre Donc voilà, donc Cyril est très fort, hein, il a un beau réseau aussi, il est bien entouré, il est là depuis longtemps. Donc non, je suis plutôt quelqu'un, la tête sur les épaules. À la loyale, s'il continuait réellement à jouer, parce que là quand même il a sérieusement baissé le pied, et tu vois bien que quand il ressort l'armada, il repasse devant quand il veut. Non, je le battrai pas. Après, ça a été une source de stimulation, d'inspiration dans certains domaines. Il s'est intéressé à moi quand j'ai eu, en fait, ce que moi je fais avec d'autres. Hein. J'ai eu Pépite qui est arrivé un jour par hasard dans mon écurie, et là, ça m'a fait passer globalement, si on fait le parallèle avec le foot, je suis passé de la Ligue 2 à la Ligue 1, quoi. Parce qu'il voulait absolument cette pépite, et honnêtement, il a été généreux. Voilà, moi je suis honnête. Hein. Et j'ai eu des chevaux. C'est un choix. Est-ce que je garde cette pépite et je me dis dans 4-5 ans je vais peut-être aller gagner le prix des USA, mais comme je l'ai dit, moi ça n'a jamais été un objectif pour moi. Ou alors je la troque, cette monnaie d'échange, et je densifie un peu dans mes box les bons chevaux. Et ouais, ça a tout changé, je crois que c'était vers 2016. Hein. Et là je suis vraiment passé voilà, dans une autre catégorie. Donc il m'inspire, ouais, j'ai envie d'aller le titiller dans certains compartiments, des courses que je sais qui lui tiennent à cœur et que j'essaye de viser, mais au global, ça reste le king, quoi. Le prix des USA, c'est pas un objectif, c'est une des rares épreuves que tu n'as pas gagné, je crois. Oui. C'est pas un objectif pour toi. Non, en fait, j'ai trop de mauvais souvenirs. Il y a des journées comme ça. Les USA, bien souvent, en fait, ça m'a rempli l'infirmerie. Donc, en fait, je suis frileux à courir ces trucs-là. Et puis, en plus, quand tu regardes bien, t'en as qui visent vraiment ça. T'en as, ils gardent leurs chevaux dans du coton pendant 1 an. Pour aller courir ça, ils vont juste faire la petite qualif tranquillou pour être sûr de participer. Et puis ils gagnent. Et puis, quelque part, c'est normal. Ils en ont fait un objectif. Non, comment dire, moi si je visais que ça, je m'ennuierais sur le jeu. Donc en fait, je vise les autres. Honnêtement, tu vois, mes prépas, je les lance des fois sans trop calculer. Je me dis, allez, en plein milieu de meeting, il faut que mes chevaux, par exemple, soient bien. Donc je vais le lancer, mais je vais pas calculer une course.
Avant, par le passé, quand j'avais des spécialisés, le Grand Prix de Paris, les critériums de vitesse, des trucs comme ça, je regardais. Maintenant, je regarde beaucoup moins. Alors, j'ai une petite pouliche là qui certainement aura le niveau pour aller gagner ça. On verra bien dans 2-3 ans si j'en aurais fait un objectif ou pas. Mais je pense qu'il faut avoir des chevaux un peu hors du commun pour aller courir ces courses. Et moi, les miens, ils sont plutôt juste en dessous. Je pense que si t'as pas du top 5, globalement, perds pas ton... moi, c'est mon avis à moi. J'ai pas envie de perdre mon temps à en faire un objectif. Voilà. Et ton meilleur cheval du moment est pas capable de gagner l'USA l'année prochaine? En fait, une course, c'est toujours ton représentant et les autres. Je connais pas réellement l'opposition. Les autres, si, je sais, y a des très très bons chevaux. Maintenant, ils sont un petit peu plus dispersés. Ils sont répartis sur pas mal d'écuries. Si, j'ai des très bons chevaux, mais ils ont peut-être pas toutes les caractéristiques qu'il faut pour aller gagner les USA. Donc, je vais plutôt aller leur faire gagner des courses avant ou après. Je pense que Lucrezia, elle peut gagner ça. D'ailleurs, elle a un très beau nom. Lucrezia Borgia, et c'est certainement le meilleur cheval que j'ai eu dans mes écuries. Ah oui, mais pas pour cette année en fait. Une L, tu. Ah non, elle va pas le courir cette année, voilà. Parce que j'avais cru voir sur la fiche de Glory Baby marqué USA. Ouais, mais c'était l'an dernier. Je crois des fois, j'efface pas les fiches. J'efface pas les fiches. Okay. Non, Glory Baby, peut-être Girlstock aurait plus le niveau. Mais avec les points crack, je crois qu'elle les aura pas. Donc elle va pas aller courir ça, je pense qu'elle fera autre chose. Et puis le moment venu, si j'ai un cheval qui a les points, qui peut le courir, en fait, juste pour que la Kazakh soit présente, peut-être que j'irai en mettre un, mais j'ai pas réellement d'ambition. Le Cornulier, peut-être. Avec peut-être Hystérique. Je pense qu'il a une carte à jouer. Ok. Et le gagnant USA de 2024 chez les autres? Une petite idée? Alors là, difficile. Les USA? Oui, enfin, ouais, voilà. Je pense que ça va tourner ça va être dans les écuries lyonnaises, Dames, JL, oui. Et peut-être, comment il s'appelle, Franck, ou Astrom, ça va être dans ces eaux-là. Le cheval en question, franchement, je regarde pas trop... forcément, quand tu vois un cheval qui gagne facilement, etc., tu retiens son nom. Mais maintenant, je regarde plus trop les écuries des autres. Et même quand j'engage, je regarde pas trop l'opposition. Soit je sais que j'y mets un cheval pour qu'il la gagne, et je regarde pas trop comment vont courir les autres. Si après j'y vais pour faire le tour, je regarde pas les autres. Mais je pense que dans les écuries qu'on a citées, il doit y avoir le gagnant. Ouais. Après... sans manquer de respect aux autres, il pourrait y avoir d'autres chevaux, mais j'ai pas été explorer ce truc-là à fond pour l'instant. Puisqu'on est sur les grosses groupes, là, les grosses courses, pardon, les groupes 1, j'ai une question de Fafa. Pourquoi ce manque de fair play dans les groupes 1 étrangers? Alors je pense qu'il fait référence à la Suède, forcément, en courant souvent en normal ferré, au lieu de laisser sa place à d'autres chevaux plus compétitifs. Quelqu'un qui t'en veut, je pense. À moi? Oui, je pense que quelqu'un qui a dû voir ses chevaux éliminés. Mais je sais pas si est-ce que c'est une question générale ou c'est pour moi? C'est une question pour toi, Ouais. Franchement, il m'arrive de courir... Alors la Suède, c'est très particulier. Hein. Si t'as pas un bon numéro, déjà, tu te ravises complètement. Honnêtement, pour celui qui joue pas vraiment en Suède, tu chopes un 7, un 8, un 11, un 12, c'est bon, au début t'essayes, puis après tu t'obstines pas. Donc en fait là pour le coup en Suède je regarde un peu l'opposition parfois en fonction des numéros et en fonction du tirage autostart ça peut changer. C'est-à-dire que si tu pensais avoir un léger avantage par rapport à un ou deux autres concurrents et en fait ça peut complètement changer la donne et j'ai pas forcément envie de flinguer des chevaux. Après, ça m'arrive d'en engager. Il pourrait y avoir des questions. Pourquoi t'en engages plusieurs? Parce que déjà, ils ont les points, donc j'ai le droit. Et deuxièmement, ça facilite. En fait, quand t'as de la densité, ce qui est plus facile quand t'as des écuries un peu comme la mienne, mais je suis pas le seul, c'est que si t'as beaucoup de chevaux de haut niveau, pour être honnête, ça peut faciliter le passage étalon.
pour des mâles, parce que en fait tu peux en mettant 3-4, d'une tu peux dissuader des personnes de s'inscrire, ça c'est la réalité, et puis tu peux choisir lequel tu vas envoyer au charbon, et tu vas pas envoyer tout le monde au charbon, faut être complètement con de courir tous ces chevaux les uns contre les autres. Voilà, après j'ai pas l'impression d'en abuser, je m'inscris pas pour forcément écarter des joueurs, même si ça a dû m'arriver 2-3 fois, mais là c'est vraiment contre quelques joueurs bien précis. Donc c'est plutôt délibéré. Non, après j'abuse pas de cette histoire d'aller courir en normal ferré dans des groupes 1. Voilà, sauf si après c'est des écuries amies qui elles ont un objectif supérieur au mien à atteindre, et là je cède volontiers ma place parce que je me dis la fois d'après ils s'en rappelleront et ce sera mon tour. Alors tu fais référence à des écuries amies. Alors moi j'ai commencé le jeu en 2015 et on m'a rapidement mis en garde, on m'a dit Georges Borgia c'est une écurie multiple. Ouais. Alors, ça, t'as dû l'entendre souvent. Ouais, il y a eu beaucoup de sujets là-dessus, ouais. Le chef a souvent fait la chasse à ça, et t'as jamais chopé si c'était le cas. Ouais. Je raconte pas de bêtises parce que lui-même, je suis pas sûr où j'ai lu ça, qui disait qu'il te pistait. Hein. Apparemment, t'es toujours sur la scène, donc il n'y a pas de souci. Et j'ai une question là-dessus. Est-ce que ça te dérange pas d'utiliser l'écurie Victoria? Alors Victoria, c'est l'écurie Victoria Americano, hein, pour gonfler ton écurie, alors que d'autres jouent pleinement avec leurs deux écuries. Alors c'est pas un secret de Polichinelle de dire que l'écurie Victoria Americano ne joue plus. Pas vraiment. Il faudrait poser... Non, en fait, je crois que je l'ai écrit dans le truc sur mes 10 ans. Johan, en fait, c'est lui, hein, Johan. Il y en a certains qui l'ont vu en vrai. Déjà, pour dire qu'il existe, cette écurie Victoria. En fait, il a beaucoup joué avec moi et il a monté des trucs. Et puis, il y a un moment donné, il a voulu aller faire d'autres choses. Mais je lui ai dit, garde quand même, on sait jamais si un jour tu veux revenir. Donc, franchement, je pense que oui, ça doit être moi qui lui rappelle des fois, tiens, n'oublie pas de te connecter, etc. Il a encore un petit peu plaisir à voir net des poneys, même si c'est moi qui lui facilite les croisements. En fait, quand globalement tu joues à ça en dilettante, mais moi j'en vois d'autres qui jouent, ils viennent, ils font leur croisement soit le 1er janvier, soit le 30 juin, ils attendent de voir les naissances, ils contemplent ou ils pleurent les naissances, et puis après ils se remettent en sommeil. Et voilà, je pourrais en citer quelques-uns, mais c'est pas le but. Donc, que ça me dérange? Non, parce que lui, ça le dérange pas. En fait, si un jour je lui disais, tiens, Johan, au fait, c'est bientôt les naissances, n'oublie pas. Il me dit, tu me fais chier avec ton truc, mais c'est pas le cas. Encore ce soir, on va se voir là. Voilà, il a décidé de se mettre en retrait du jeu. On a beaucoup joué ensemble. Voilà, il a commencé le même jour que moi, le 13 septembre 2013. On a passé des super soirées à faire des commentaires d'hippodingo, des trucs. Non, j'ai pas, franchement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je vais pas. Voilà, il y a des choses qui peuvent nous déranger. Je respecte que ça en dérange quelques-uns, mais honnêtement, moi, je vais. Voilà, les gens qui jouent entre eux à plusieurs, qui s'échangent des chevaux, non, moi ça me pose pas de problème. Après, maintenant, quand je parlais d'écurie amie, parce que Johan c'est plutôt une écurie qui est en somnolence un peu, mais je pensais plutôt à des gars comme Platane, etc., que j'ai découvert, qui a commencé récemment, qui lui s'intéresse aux maths, au calcul. Et pour le coup, en fait, on s'entend bien. Déjà, je le respecte, c'est un très bon joueur. Et puis, c'est surtout que lui s'intéresse à des parties du jeu auxquelles moi, je m'intéresse pas. Donc, clairement, pour tout ce qui est élevage, si j'ai une question, je lui pose. Et ça se respecte, en fait. Il n'y a pas que des histoires de se vendre des chevaux ou je sais pas quoi. C'est que, avancer ensemble, ça se construit. Et voilà, j'ai quelques joueurs comme ça où j'ai beaucoup de plaisir à avancer à leur côté, ou voilà, peu importe comment on peut imager ça, mais à avancer ensemble. Et ouais, j'ai peu d'écuries amis, mais ceux que j'ai, ils sont très bons. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire pour ça ce qu'on a vu arriver depuis quelque temps, là, 2 ou 3 ans, le hors-sol, ce qu'on appelle le hors-sol?
est-ce que on peut dire que tu es le précurseur du hors-sol? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Non. Non, je pense qu'il faudrait que tu poses cette question-là à d'autres écuries que moi, et notamment une qu'on a déjà citée depuis le début de l'interview. Pourquoi il y a du hors-sol? En fait, voilà, je te dis, dans les services qu'on peut se rendre entre joueurs, il peut y avoir cette forme mais d'ailleurs qui existe, je crois, moi je suis pas du milieu des chevaux, mais entre guillemets, louer des carrières de chevaux, louer des poulinières, en fait dans le jeu c'est pas possible, et donc finalement il y a des choses qui finissent par se faire parce que ça semble présenter un intérêt, alors soit d'un commun accord, et c'est gagnant-gagnant. Bon, quand c'est gagnant-perdant c'est un peu plus chiant, mais quand c'est gagnant-gagnant, il y en a qui le font. En fait le problème c'est il y a une histoire de quota. Alors après moi c'est mon analyse à moi, mais moi je suis pas un spécialiste de l'élevage, j'ai pas visé l'excellence, donc je dirais je suis pas le plus à plaindre, mais moi quand je vois d'autres qui en ont fait leur sujet, quoi, Cyril notamment, en fait quand tu as du top avec du top, il y a ceux qui vont te dire ouais mais un crack avec un crack ça peut faire un âne, et inversement 2 ânes ça peut faire un crack. Ouais, ok. Mais ça, c'est des exceptions en fait. Mais en réalité, quand tu as des super poulinières, et je parle pas d'origine, je parle de ce qui compte aujourd'hui, c'est l'IR, le BTR, etc. Et que tu vois que par les quotas, de toute façon, quoi que tu fasses, au mieux tu vas sortir de crack. Alors ceux qui ont que du 175 sur 175, peu importe, là où ça va sortir, ça va te faire un crack. Mais quand t'as pas que du top et que ça te sort du 10, et que ton 10 il te sort avec une transmission très moyenne, et qu'en fait c'est un 10 qui est classé 300, en fait tu peux limiter la casse effectivement en ayant des naissances qui arrivent d'ailleurs. Mais pour moi je pense que ceux qui le font réellement, il y a des contreparties, et si finalement la personne derrière il garde la poule, ou il a X années de gestation derrière pour lui, c'est une manière de progresser. Parce que c'est vrai que niveau élevage, on te voit sur pas mal de classements dans le haut du tableau. Élevage, on va te chercher un peu loin dans la liste quand même. C'est pas du tout. Ouais, alors, tu vois, comme quoi, il n'y a pas de mystère. Hein. Quand tu t'y intéresses pas, t'as pas les résultats. Et franchement, plus ça va, plus je suis déçu de mes naissances. C'est une catastrophe. Je me dis heureusement que je mise pas sur l'élevage en fait. Alors après, il faut relativiser, parce que quand on parle de classement élevage, c'est par rapport aux gains qu'ont pris les chevaux que tu as élevés dans tes écuries, qui semble pas être. T'es plus axé à gagner des grandes courses qu'à faire naître des bons chevaux pratiquement. Et pourtant, quand on regarde tes prêts, il y a quand même du papier, quoi. Et franchement, je crois que j'aurais le même attachement pour un top 5 qui est né chez moi que pour un top 5 qui va m'arriver, je sais pas, l'année prochaine. C'est quoi? On est les N. Moi, s'il naît chez moi ou s'il naît chez quelqu'un d'autre et que je lui achète ou que je l'échange contre autre chose, sur ce côté-là, je peux comprendre que certains se disent c'est la fierté, c'est le fruit de mon... Mais en fait, c'est tellement aléatoire, à moins que tu aies vraiment que du top sur du top. Moi, j'estime pas avoir une jumenterie, et même si j'ai accès à des étalons, mais comme en fait c'est le prix à payer, j'ai quelques très beaux étalons qui reproduisent bien, mais pour lesquels en fait pour moi ils ont un peu les couilles sèches, quoi. J'ai pas beaucoup de saillies de ces étalons-là. On pourrait parler d'Albinoni, il est chez moi, il est tanké chez moi, mais je crois que j'ai 1 ou 2 saillies, quoi. Donc non, l'élevage c'est pas mon... En fait, pour moi c'est une valeur sûre. J'achète un cheval, il est top 5, il est top 5. Par contre, une poulinière qui a un indice de reproduction de 10 avec une saillie de Albi ou Countdown, etc., je suis pas sûr que l'année prochaine ça va me faire un crack, quoi. Voilà, c'est comme ça. Et justement, tu as beaucoup d'étalons dans tes écuries. J'ai une question. Quel sera selon toi l'étalon le plus productif la saison prochaine dans tes écuries, histoire de dire qu'on vient de te voir pour avoir des saillies? Alors le plus prometteur, tu veux dire? Le plus prometteur pour la saison prochaine. En fait, ceux qui sont des valeurs sûres, c'est même pas la peine de venir me voir, parce que tout est déjà attribué. Dans les nouveaux, je m'étais connecté, mais tu vois, ça aurait été bien que j'ai le... j'en ai qui vont arriver. Il
il y a comment il s'appelle, Jerzeka qui a été qualifié. C'est du gros travail, ça. Typiquement, tu vois, Jerzeka, c'est ça que je trouve intéressant. C'est un peu c'est un cheval qu'on m'a confié, d'écurie amie avec qui on s'entend bien, Matt. Parce que moi, voilà, mon kiff c'est de gagner des courses et que je pense que peut-être je pouvais arriver plus facilement à le qualifier. C'était pas forcément. Je pense que ce cheval-là, sans me jeter de fleurs, hein, dans beaucoup d'autres écuries, il passerait pas étalon. Il est passé étalon. Faudra voir. Je crois que les origines sont un peu originales ou nouvelles. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Après, il y a Jasmin Mérité, mais celui-ci, c'est pareil, c'est plutôt Romain qui me l'a confié et qui en aura quasiment presque l'intégralité de la carrière d'élevage. Il y a Juge de Brenne qui, pour le coup, lui est chez Romain et dont j'ai quelques saillies. Je sais pas, chez moi, il y a quelques étalons. À mon avis, ça va dépendre aussi pour les nouveaux des BTR qu'ils auront. Je pense qu'il y en a qui s'essayent. Quand tu vois, il y a I Like You Destin, je crois, qui est par Look de Star. Bon, quand tu vois Georgi Nodem, alors est-ce que lui c'est une exception? Il a l'air de confirmer un peu, comme quoi c'est un bon étalon. Est-ce que voilà, donc je dirais maintenant il y a un tel brassage. Je pense qu'il y a des étalons. Si on savait, je pense qu'il n'y a que le chef qui sait, mais je pense qu'il y a des étalons qui sont un peu sous-exploités. Oui. Parce qu'avec ces histoires de quotas, de Dame Nature, en fait, il suffit que tu passes à travers 2 saisons pour te dire ton poney, ton étalon il est nul. Moi tiens, pour le coup, un dont je suis très déçu, tu vois, c'est Glory Baby, Père Albinoni. Tu te dirais bon, mais peut-être que finalement moi chez moi, du coup, première année en demi-teinte, deuxième année en demi-teinte, du coup j'insiste pas dessus. Peut-être qu'il serait chez un autre joueur qui se dirait je vais tenter le pari et je vais lui mettre des bonnes poules, mais je sais pas. En fait, voilà, l'élevage, je suis pas un pro. Donc, ceux qui viendront me poser des questions, je leur dirai sur ce qui est dispo ou pas dispo. Après, ça reste un pari, l'élevage. Le quota qui a été mis, pardon, oui, le quota qui a été mis en place là de possession de temps de niveau 9, 10, t'as été en fait on t'a un peu visé pour ce quota a été mis en place en te visant toi, non? Je sais pas, mais si c'était le but, ça a marché. Ah oui. Ça m'a emmerdé en fait. Oui. Ouais. C'est emmerdant aujourd'hui pour toi, ça? Ça m'a emmerdé à une époque où peut-être j'aurais essayé de récupérer quelques éléments de chez Lyonnaise, même si au final ça s'est pas fait parce qu'on n'est peut-être pas d'accord sur la valeur des choses, mais lui il sait ce que ça vaut vraiment et moi j'étais peut-être pas prêt à y mettre le prix qu'il fallait y mettre. Et du coup, tu vois, je me disais, non, ça je peux pas. J'en ai déjà 3, des 10. Sur les 9, j'étais un petit peu moins. Ça m'a amené à chercher plutôt des 9 bien gaulés que des 10 corrects en réalité, parce que forcément, tu as un peu plus de marge sur les 9. Est-ce que ça changera pour la suite? Je suis pas sûr que j'aurai de quoi rentrer 3-10, je crois que c'est ça le quota, dans chaque génération à venir. Donc, ouais, ça a été emmerdant, surtout dans des générations 5-6 ans. Je crois que là, j'avais du beau monde. Parce que chez les G, les H et les I, je crois que je devais avoir 4 ou 5 poneys dans le top 10 dans chacune de ces générations. Donc, c'est plus compliqué, là. Et je me vois mal m'en séparer pour faire rentrer autre chose, quoi. Voilà. Et oui. Est-ce que c'est bien ou pas pour le jeu? Je sais pas. Peut-être. Ça équilibre peut-être. Ça équilibre pour les autres. Quand même, toutes les réformes là, qui ont été mises en place sur les ventes, quand même, produisent. Alors, c'est soit elles qui produisent des effets ou c'est un concours de facteurs. Mais quand même, on voit certains qui avaient tendance à rien lâcher, qui lâchent des poneys de valeur, quoi. Alors, je pense qu'il y a les crédits. Oui. Plus peut-être certains qui sont moins, je veux dire, sur le jeu, plus les quotas, plus tout ça fait quand même que je trouve que dans les chevaux de haut niveau, il y a un petit peu plus de brassage. Tu joues avec des écuries amies, ce qu'on peut appeler des clans, des sectes, on appelle ça comme on veut. Les écuries avec qui tu as le plus d'affinité? Ou avec qui tu travailles le plus en fait? Ouais, maintenant on travaille moins en équipe.
mais on a beaucoup travaillé en équipe avec la team Lodbar, là. Ouais. Donc Dabé, Valeska, Lodbar et Matt. J'ai pris beaucoup de plaisir à bosser avec eux, parce que eux, c'était déjà une sacrée team rien qu'à eux. Seul, et de rentrer là-dedans, j'étais assez fier, quoi. C'est comme si tu, je sais pas, t'intégrais, je sais pas, la ligue des champions, quoi. Donc eux, j'ai beaucoup de respect pour eux, et voilà. Après, je joue plus vraiment, à part avec Romain, des joueurs avec qui je joue vraiment beaucoup. Non, j'en ai plus beaucoup. Vraiment, la meilleure année pour dire de jeu en équipe, ça a été l'année, je crois que c'est 2020. Hein, où Lodbar a gagné le sulky et les triés. On avait une fine équipe. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir cette année-là. On était nombreux et ça a bien marché. Parce que travailler en équipe quand t'es nombreux, des fois ça peut déraper. Et là, ça s'est passé nickel. Très bonne ambiance, objectif atteint. Et je pense qu'on a tous grandi ensemble. Voilà. Après, chacun est... Je pense que ça aurait pas pu durer beaucoup plus d'1 an. Les uns et les autres, il y a un noyau qui est resté quand même, je pense, voilà, à avoir des relations. Et puis les uns et les autres, après, sont partis et continuent. Après, il y en a d'autres. Je regarde les résultats de quelques écuries parce que j'aime leur style. Moi, j'aime Aston, j'aime De Bafo. Je trouve que lui, vraiment, pour l'instant, il a pas les résultats à la hauteur du sérieux et de l'application qu'il met dans le jeu. Je l'aime beaucoup, Olivier. Voilà. Mais en fait, non, je joue pas vraiment beaucoup en étant en relation permanente avec des joueurs. Par contre, j'aime regarder les résultats et je me comporte pas de la même manière en course en fonction de s'il y a ces écuries amies, en fait. Je respecte aussi cette amitié et en tout cas ce respect que j'ai pour les joueurs qu'ils sont. Alors ça peut aider les autres joueurs, donc ton top 10 en gros de ces joueurs que tu apprécies ou que tu trouves bon au niveau gestion. Ça c'est pas... J'ai pas préparé ma liste, alors je voudrais pas en frustrer quelques-uns. Des joueurs amis ou des joueurs que je trouve bons en gestion? Non, moi je pense que la question porte plus sur les bons joueurs, quoi, pas forcément. Les bons joueurs, ouais. Ah. Et ça englobe beaucoup de choses, être bon joueur. C'est avec mes critères à moi. Hein. Oui, voilà. Oui. Non, mais il y en a qui sont, franchement, il y en a qui sont très bons, qui calculent. Bon, je dirais, il y a Lyonnaise, forcément. Il y a JL. Il y a Domitia, Olivier de Bafo, Seb, Fabien, il joue moins le jeu, mais moi j'aimais bien son style à l'époque. Pascal, j'aime bien, parce que Pascal, il vise. Pascal, je parle de Pascal, je sais plus quel est le nom de son écurie en Suède, mais... les gendarmes, Pam, tu parles de Pam. Voilà, c'est ça, Pam, c'est ça. Ouais, lui, il joue juste. J'aime bien aussi Julien. Je trouve que Julien, dans son style suédois, il est appliqué dans ce qu'il fait. Boum. J'aime bien Romain, mais Romain parce que après, il a pas trop de temps à consacrer au jeu, la platane. Mais je trouve que sa vision de l'élevage, moi, ça m'impressionne. Et après, il n'y a pas que les gros joueurs. Dans les petites écuries, je trouve qu'il y en a aussi qui sont sérieux. J'aime bien Stéphane Cordier. Il est super appliqué dans ce qu'il fait. Il vise, il fait pas de bruit. En fait, globalement, moi, dans mes catégories à moi j'aime les joueurs qui gèrent, qui ont des résultats et qui font pas trop de vagues. Voilà. Stéphane Arad de la Motte, pour ceux qui connaissent pas. C'est ça, Arad de la Motte. Mais après, il y en a d'autres. Hein, je pourrais citer Scorpion et tout ça. Voilà. Il y a différentes catégories aussi. Je pense que dans le jeu, il n'y a pas un seul classement, même s'il y a un classement au gain là. Mais il pourrait y avoir plein de sous-catégories en fait, parce qu'il y a vraiment de quoi prendre du plaisir dans des spécialités différentes. Je respecte, même si j'ai pas d'atome crochet avec Phil, sa gestion
de la quantité et de montrer qu'on peut avoir beaucoup de chevaux et avoir des résultats. Voilà, donc si on faisait il y a eu des années où on faisait des awards un peu par catégorie, quoi. J'aime bien aussi, comment il s'appelle, merde, qui faisait partie de l'équipe, là, Alex Dabé. Oui. Il y a une époque, lui, c'était un orfèvre de gagner des courses aussi. Il réussissait à aligner des bâtons avec certains chevaux. Voilà. Donc, mais de toute façon, tu vois, les joueurs qui jouent avec application, sérieux, j'aime moins ceux qui, des fois, font un peu les foufous. Voilà. Tu vois quand la stratégie, elle est posée et qu'elle est de long terme. En tout cas, moi, j'apprécie ça. On parlait de Stéphane, justement, une question. Tes drivers et jockeys attitrés pour 2024. Peut-être quelqu'un qui cherche des contrats. Non, en fait, j'ai trop besoin. Mes drivers à moi oui, après, je pense quelqu'un qui veut se caser en tant qu'en contrat. Non, mais c'est déjà attitré chez toi, je pense. Non. Non. D'ailleurs, si on regarde globalement, à part moi, j'ai personne d'attitré. Il y a eu des années où j'ai dit que j'aiderais Stéphane pour les trier, etc. J'avais des engagements. Là, j'en ai pas pris pour l'année prochaine. C'est comme les cartes quand même comptent beaucoup. Moi, je veux pas saigner Stéphane, je le respecte trop en lui demandant de mettre des cartes. Donc, si j'avais à le mettre sur certaines choses où il n'y a pas besoin, je le mets volontiers. Non, en fait, globalement, là, si tu veux performer et gagner des courses visées, il faut les bonnes cartes. Et donc, du coup, pour pas être dépendant des autres, je me mets moi, quoi. J'ai mes deux drivers, celui de Borgia et celui d'Aliénor. Je les mets en alterné parce qu'il y a 2 réunions à chaque fois, de manière à, si j'ai un objectif, pas être dépendant des autres. Et puis si parfois on me propose et qu'il y a la carte qu'il faut, j'accepte. Non, j'ai pas de contrat. Après, peut-être que si quelqu'un me dit, moi je veux bien être ton driver, je peux fournir. Mais c'est un peu embêtant parce que voilà, alors à moins que c'est pareil, hein. Est-ce qu'un jour l'intensité des cartes et leur impact sera revu? Tu vois, typiquement, quand tu commences à te lancer dans des contrats de driver où la personne qui te dit, moi je veux bien driver pour toi, en échange je te mettrai des cartes qui vont bien, en fait ça a une valeur tout ça. Et donc si tu contractualises avec la personne et que après coup le chef vient te dire cette carte là ça va être en moins, ça va être en plus, en fait ça fout tout en branle, quoi. Et typiquement là je pense qu'il y en a effectivement qui sont à la recherche de contrats ou qui m'ont proposé leur service. Ça me paraît compliqué d'aller modifier des choses sur de la drive ou de la monte en cours d'année prochaine sans que ça ait d'impact pour des gens qui auraient pu prendre des engagements là-dessus. Alors après je peux entendre qu'on dit rien à foutre, les gens ils s'adaptent. Ouais, mais dans un jeu où un jour égale un jour, c'est embêtant. Donc non, je cherche pas forcément de driver. Après, si on me propose quelque chose d'intéressant, en fait, j'aime bien les propositions originales. Voilà. Si quelqu'un vient et juste me dit, je veux bien être ton driver l'année prochaine, est-ce que lui, il a une ambition, des enjeux, etc. Et à ce moment-là, on en discute et je vois si je peux l'aider. Je suis pas le genre d'écurie qui rapporte beaucoup de courses gagnantes, hein. Il suffit d'aller voir mes stats, je sais pas, je dois avoir 45 victoires ou même pas. Chez Borgia et chez Aliénor, je pense que j'en ai encore moins. Je suis pas une machine à gagner des courses. Niveau communauté, que penses-tu de la communauté, de son évolution, et en même temps, as-tu un talent pour rester calme face à tout ce qui se dit sur toi? La communauté, elle est ce qu'elle est, hein. C'est comme tout groupe d'individus. On a dit qu'on parlerait pas des choses privées. J'ai une certaine expérience, de l'être humain. Tu peux pas changer un groupe d'êtres humains. Il y a des différences, des complémentarités. Quand ça plaît, moi je participe, je contribue. Quand ça me plaît pas, je m'écarte. J'ai pas trop de temps à perdre. Donc pour le deuxième sujet, sur ce qui peut se dire de moi, etc., en fait, ça fait partie du personnage. Dans le jeu, moi, il y a qui je suis dans la vraie vie, et puis il y a le joueur que je suis dans le jeu. Finalement, je le laisse dire parce que ça m'atteint pas déjà, et de toute façon, ça changera pas ma manière d'aborder le jeu, d'être. Donc finalement,
Voilà, ça me perturbe pas du tout, quoi. En complémentaire à cette question, penses-tu que la plupart des joueurs te détestent parce qu'ils te jalousent ou simplement parce que tu les prends de haut? Alors, c'est vrai qu'on pourrait penser parfois que tu fais preuve d'arrogance, comme peut le faire penser Cyril, des fois, dans ses interventions forum, même s'il est un peu plus calme. À quoi tu réponds au fait que les gens pensent que tu les prends de haut? Alors, parfois, c'est voulu. Oui. Il y en a pour qui c'est voulu. Il y en a d'autres, c'est un phénomène de protection. Je veux dire, au moins, ça permet d'écourter les trucs et de pas rentrer dans de multiples relations à entretenir sur le jeu. En fait, clairement, c'est pour que j'ai un peu la paix. Du coup, je suis beaucoup moins sollicité que si j'étais accueillant et bienveillant. Je laisse ça à d'autres. Et puis, peut-être, ça fait partie du personnage. C'est un tout. Voilà, ça fait 10 ans que je joue. Pourquoi Borgia? Celui qui connaît un peu la série, il y a des choses dedans. Pourquoi Triumvirat? Pourquoi... Quelque part, comme j'ai pas vraiment le droit de l'être dans la vie, aussi arrogant que ça, etc., je me le permets dans le jeu, quoi. Voilà. C'est une forme de liberté que je me prends. La Suède, tu as été installé à Suède, tu avais des objectifs particuliers en allant là-bas? Moi, je voulais voir, et comme je suis pas du genre à essayer sans essayer de réussir, j'y suis encore. Je fais pas partie de la jet set de là-bas, parce qu'il y en a qui en ont fait plus une priorité, d'ailleurs qui ont fait des sacrifices, qui ont vendu la France pour aller en Suède. Donc c'est normal et je suis content qu'ils réussissent. Là-bas, je suis un peu entre deux. J'ai des chevaux qui peuvent courir groupe. Je pense que moi, en fait, il fallait savoir quelles allaient être les imbrications des deux jeux. Parce que si c'était totalement différent et qu'il n'y avait pas de connexion à travers des groupes européens, les points crack, etc., je pense que j'aurais lâché. Mais il y a quand même un impact. Et donc du coup, j'y reste parce que des fois, même pour visualiser les engagements, alors ça s'arrange. Mais des fois, rien qu'un engagement, tu vois, les points crack, en France, tu les vois pas. Quand tu engageais un cheval français dans la course, tu consultes la course étrangère en France, tu as un classement par point, par gain, et pas par point crack. Donc déjà, rien que ça a aidé d'y être. Et puis je suis du genre, quand je fais un truc, je le fais sérieusement. Donc j'y suis, pas avec les mêmes ambitions qu'en France, évidemment. Et d'ailleurs, s'il y a vraiment Hippo Gallo qui va commencer, je pense que j'irai. Mais pas, peut-être que certains pensent dans l'idée, j'y vais, je pense que j'ai à apprendre pour renforcer le reste. Au début, j'avais été un peu pour ça, la Suède. Et la Suède, en fait, le marché, vente du suédois contre du français, etc., il y a eu peut-être une période, ça marche pas très bien ce commerce. C'est pas des valeurs équivalentes, c'est pas forcément les mêmes joueurs, en tout cas dans le haut du panier. Et en fait, t'arrives pas trop à commercer entre les deux pays, quoi. Donc Hippo Gallo peut-être sera un peu pareil. Je vais y aller voir, mais je pense que ça va être compliqué. C'est pas ma cam. Moi, déjà, dans la vraie vie, j'aime mieux le trot. Donc le galop, mais j'irai voir la gueule que ça a, et puis aussi pour saluer le travail du chef, quoi. S'il se lance dans un troisième jeu, on va aller voir, faire les curieux. Et puis j'y resterai. J'aime pas. Déjà, ça occupe pas mal Hippo Dingo, Donc la transition est bonne, puisque j'avais une question justement sur... La question c'était est-ce que tu irais sur Hippo Gallo, et auquel cas est-ce que tu voudras être le meilleur sur Hippo Gallo? Non, donc, sérieusement, je pense que c'est très compliqué. En fait, c'est un petit peu comme dans les sports, quoi. Soit tu es triathlète, soit tu vises les JO dans une discipline. Mais en fait, globalement, c'est des sports différents. Quand tu décides de te spécialiser dans une spécialité, donc moi c'est plutôt Hippo Dingo, donc Hippo Dingo France, mon truc. En fait, c'est trop d'investissement en temps, financièrement aussi, où ça veut dire qu'il faut saigner quelque part pour avoir des trucs haut de gamme partout. Donc non, je pense pas que je vais aller sur Hippo Gallo en comptant figurer, voilà. Et puis parce que déjà le galop c'est pas mon ADN, donc je vais aller voir. Peut-être que là-bas je me prendrai au jeu de l'élevage, des croisements, je sais pas quoi. Voilà, mais non, j'ai pas du tout d'ambition. J'en ai déjà plus trop sur Hippo Dingo, alors. Si tu devais recommencer Hippo Dingo avec complètement à zéro, en ayant l'expérience de tes 10 ans, qu'est-ce que tu changerais?
Ah bah je recommencerai pas, c'est pour ça que j'arrête Ah pas. oui, ah oui. Ouais. Ah non. Ah non, non, moi je recommencerai pas. Moi je tire mon chapeau à ceux qui sont revenus là. Alors je pense notamment à Gab, que je salue et vraiment je suis impressionné, voilà, déjà d'une parce que quand il était parti il m'avait fait un super cadeau. Il est revenu, remonter toute cette pente là. Non, jamais de la vie. Vraiment si je m'en vais je reviens pas quoi. C'est hors de question, non, non, c'est trop dur de commencer, oh, non, non. Non, donc si je devais recommencer, je recommencerais pas, voilà. Et quoi Je ferais autre chose. Ou alors si je devais recommencer, à ce moment-là, je commence Hippo Gallo et je laisse complètement de côté autre chose. Mais je veux. En fait, j'ai été trop loin dans Hippo Dingo pour revenir aux courses de Gelsenkirchen, etc. et de galérer pour avoir un poney potable, quoi. Non. Aller aussi loin avec Hippo Dingo, est-ce que ça implique le fait que tu ne puisses pas arrêter de jouer à Hippo Dingo? Ouais. Oui. Clairement, je crois que j'en ai parlé l'autre jour quand on a fait un test micro. Ouais, ouais. Aujourd'hui, si j'arrête pas, je pense que c'est parce que j'y ai consacré trop de temps. Et en fait, je sais pas, c'est comme dans d'autres choses. Quand tu as investi autant de temps, un peu d'argent, j'ai investi un peu d'argent, c'est compliqué de dire j'arrête tout. Oui. Donc voilà, donc je pense que je continue par respect pour tout le temps que j'ai investi et pour comment dire, le capital que j'ai, quoi, l'écurie, les installations que j'ai. Pour moi maintenant, soit je me mets en pilote automatique et je fais au plus simple, c'est ce que je fais, hein. Parfois, je veux dire honnêtement, des fois je passe. En fait, moi, je veux dire, sans manquer de respect aux autres, mais quand je vais dans la liste des drivers et je vois des groupes et je me dis bah merde, là-dedans j'ai pas de partant. Bah des fois je m'en veux. Je me dis, parce que voilà, je me dis, faut que j'ai un partant dans chaque course. Alors, j'essaye d'avoir des ambitions en plus dedans, mais des fois quand j'en ai pas, mais juste parce que comme j'ai un chevaux dedans, je vais avoir le petit pictogramme bleu à côté de la course et je vais aller la regarder la course. Que si je vois pas de chevaux à moi dans une course, en fait, je la regarde pas forcément, quoi. Et donc, ouais, c'est compliqué d'arrêter. Et pourtant, je pense que j'ai pu. Non mais le jeu, j'étais fou du jeu, moi. En fait, pendant des années et des années, je dirais 7-8 ans, c'était une addiction de dingue. Maintenant, est-ce que je pourrais m'en passer? Ouais, j'arrive à ne pas me connecter certains jours. Ça, c'était inimaginable avant. Oui. Ça te prend combien de temps sur une semaine de t'occuper de tes chevaux? Quand on fait le parallèle avec les 508 chevaux qu'a Phil et le temps qui passe dessus, ça te prend combien de temps, toi? Comment tu gères ça? Les chevaux, je m'en occupe maintenant. J'essaye de faire le samedi entre 10h et midi, globalement. Juste après les canters. Et ça me permet un peu de planifier la semaine et la semaine d'après, quoi. Globalement, c'est la vision. J'ai une vision à 2 semaines, à peu près. Ça me prend 2 heures, plus aller regarder un petit peu de temps en temps dans la semaine. Moi, je sais pas, je dirais ça me prend 4-5 heures par semaine, quoi. Mais c'est peut-être 10 fois moins qu'avant. Une question un peu plus personnelle, puisque tu parles de canter. Aujourd'hui, si tu as des bons chevaux, alors quand je parle des bons chevaux, on va dire à partir du niveau 8, je pense, les canters chrono obligatoires. Non. Ou pas? Je fais des canters chrono, moi, pour ceux à qui ça peut permettre d'atteindre un niveau pour en tirer ce qu'il y a à en tirer. Je sais pas si c'est très clair, mon histoire. Moi, sur des mâles, même s'ils sont bons, alors voilà, c'est la relation aux bons chevaux, elle varie en fonction de qui en parle. Moi, un 8, un 9, en fait, moi je dirais plutôt un mâle qui va être top 100. Je vais pas lui mettre de canter chrono. À partir de 80 chez moi, s'ils sont jeunes, je vais peut-être essayer pour l'amener dans la zone que je sais, moi, pouvoir à peu près le qualifier. Je dirais chez moi, jusqu'à top 50, j'y arrive. Mais il faut pas se dire que voilà, t'as un top 50, ça veut pas dire qu'il est qualifiable. Ça va dépendre, il y a tout un tas de facteurs, hein. Moi, si j'en ai plusieurs avec des meilleurs que je peux mettre, que je vais mettre voilà, en opposition pour faire peur, et du coup, il y a tout un tas de techniques, hein, pour passer ces chevaux-là étalons. Mais moi, je veux dire, en dessous de top 50, c'est compliqué de passer un mâle étalon. Donc du coup, tu vois, pour en passer un qui est 80, l'amener à 50, sur certains critères, je vais en utiliser.
Et puis après, sinon, c'est que pour maintenir les cracks au top niveau. Oui. J'utilise même pas pour les femelles. Une femelle, si je dois la qualifier avec des canters simples, ça suffit. Et globalement, c'est qu'une question de temps. Non, les canters chrono, bah, ça coûte cher en fait quand t'as beaucoup de chevaux. Donc tu peux pas en mettre à tout le monde, donc faut choisir à qui tu les mets. Mais c'est vraiment dépendant du profil du cheval, quoi. Ok. Écoute, Georges, j'ai fait le tour des questions qu'on m'avait posées. J'espère avoir frustré personne et rien oublié. Qu'est-ce que tu... Je te laisse un petit paragraphe à toi, là. Je te laisse la parole libre. Non, écoute, moi déjà, je te remercie de faire ce genre d'émission. Bah voilà, s'il y en a qui ont des questions complémentaires, ils savent me trouver. Hein. De toute façon, Hippomail, ça sert à ça. Donc voilà, merci d'avoir permis d'expliquer un petit peu quel joueur je suis, pourquoi je fais certains choix parfois. J'ai globalement pas de... De toute façon, si le jeu était toxique pour moi, je ne jouerais plus. Les gens que j'aime pas trop, je les évite. Mais globalement, je trouve que il y a moyen de bien s'amuser sur ce jeu. Si, juste remercier le chef pour son... Voilà, parce que c'est lui le papa de ces jeux qui nous occupent pas mal. Donc pour le remercier pour ça, d'avoir mis au point ces jeux, de les entretenir. Je suis pas toujours d'accord avec lui, je crois qu'il le sait, on en a encore parlé aujourd'hui, mais je respecte ce qu'il fait, parce qu'il fait pas un jeu pour moi, il fait un jeu pour une communauté et c'est son gagne-pain. Donc voilà, même si parfois ça frustre, je suis quand même très content de jouer à ça, à tous les jeux, et j'aurais hâte de découvrir Hippo Gallo. Et sinon, je te remercier toi, et souhaiter des très bonnes fêtes à tout le monde. Juste une petite parenthèse, je t'ai lu dire que on avait un peu trop, et je te rejoins un peu, de support de communication. Alors les forums, oui, Discord, tu branches là-dessus. Ouais, oui. C'est le bordel. Non, mais le chef, je crois qu'il le sait, il est pas bon. Il est pas bon. Je sais pas comment c'est rangé chez lui dans sa maison, mais là, nous, on a plein d'infos et en fait, on en a besoin d'avoir les bonnes infos aux bons endroits et au bon moment. Et ça, c'est un petit peu son défaut au chef, c'est que la structuration des infos, et ouais, je trouve que la multiplication des médias fait que c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir accès à toutes les informations. Voilà, du coup, ça peut poser un problème d'équité, en tout cas d'égal accès aux choses, parce que quand c'est un post que tu peux lire, il n'y a pas de problème. Faudrait juste éviter de donner des infos via des chats, des machins comme ça, des choses qui s'effacent, où là pour le coup certains peuvent voir les infos, d'autres pas, et là c'est un petit peu, moi ça m'embête un peu. Voilà, je trouve que tout ce qui est nécessaire au jeu, parce que c'est des explications de calcul, de je sais pas quoi, ça doit être figé ou dans le jeu, ça c'est le mieux dans le jeu, parce que voilà, dans le jeu ça y reste, tu vas dans un onglet, ça concerne cette partie là, tu trouves ton info. Et le reste, voilà, je suis pas contre les autres médias, mais pour des infos plus éphémères ou plus superficielles, quoi. Moi, je me dis, par exemple, tu veux trouver les impacts de l'autostart dans le jeu, bon courage. Ou alors, voilà. J'ai pas recherché dernièrement. Typiquement, c'est le genre de truc. Moi, je vais dans Driver, ou course. Je voudrais savoir, quand je suis en France, c'est quoi le numéro qui est pénalisé. Quand je suis en Suède, c'est quoi le numéro. Et ça, c'est un petit peu dommage que ce soit pas plus facile à trouver. Voilà, elles y sont, si tu veux, ou en vrac, mais sur le forum. Alors moi, je suis partisan pour que le forum... chercher toutes les infos oui, sur voilà. le forum. C'est pas évident. Et puis on a eu depuis 4 ou 5 ans vachement de nouveautés. Et si tu perds, si tu t'adaptes pas rapidement en prenant connaissance de ces nouveautés, t'es vite perdu. Et puis c'est vrai que le forum, je crois que TDF... il a passé un coup de balai, mais le coup de balai, il a passé un peu rapide. Salut TDF. Ouais, c'est ça. Voilà, et des fois, tu as des informations cruciales un peu. Alors, elles ne te servent pas tout le temps, mais le jour où tu la veux et que tu la cherches, en fait, du coup, soit il faut que tu postes, ou alors pour ceux qui, des fois, peuvent être en direct avec... Moi, je ne vais pas le dire. Ça m'arrive de poser directement des questions au chef et il a la gentillesse de me répondre. De toute façon, s'il n'a pas envie de me répondre, il ne me répond pas. Mais je me dis, du coup, est-ce que finalement, il se réduirait pas aussi... toujours pareil, hein, c'est un peu comme la maintenance préventive et curative.
soit tu es tout le temps en train de bricoler, dépanner, soit tu te dis, bon bah allez, j'en fais un sujet, je mets toutes les choses à leur place et j'essaye de les tenir à jour, et du coup peut-être que ça amènerait moins de questions, moins de frustration parfois sur certains sujets, quoi. Voilà. Okay. Bon, Georges, je te remercie. Je remercie tous ceux qui ont posé des questions. On est à 1h14 d'enregistrement. Il va falloir que je coupe parce que YouTube, il va pas être content. Merci à toi, et puis bonne continuation, et puis change rien. Merci. Voilà. Toi aussi. Salut, Eba. Ciao.